En ce moment même, pendant que vous lisez ces mots, pendant que vous respirez tranquillement dans le confort de votre maison, il y a quelque chose là-bas, quelque chose de minuscule, quelque chose de fragile, quelque chose que l'humanité a construit il y a presque 50 ans avec des ordinateurs moins puissants qu'une carte de vœux musicale moderne. Et cette chose, ce petit vaisseau spatial de 800 kg, file à travers le vide absolu de l'espace interstellaire à plus de 61 000 km/h. Il se trouve à plus de 25 milliards de kilomètres de la Terre. Un signal envoyé depuis ce vaisseau, voyageant à la vitesse de la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, met presque 23h30 pour nous atteindre. Et ce vaisseau, Voyager 1, vient d'envoyer des données que les scientifiques de la NASA ne peuvent tout simplement pas expliquer. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas du sensationnalisme. Les instruments de Voyager ont détecté quelque chose dans l'espace interstellaire qui brise chaque modèle que les scientifiques avaient construit au cours des 50 dernières années. Un mystérieux front de pression, une augmentation soudaine et inexpliquée du champ magnétique est apparu de nulle part dans une région de l'espace qui était censée être calme, uniforme, prévisible. La densité du plasma autour du vaisseau continue d'augmenter alors qu'elle devrait rester stable. Des traces de l'activité de notre Soleil apparaissent dans une région qui devrait être complètement au-delà de l'influence de notre étoile. Et le champ magnétique à la frontière de notre système solaire s'est comporté d'une manière que personne, absolument personne, n'avait prédite. Pensez-y un instant. Que se passe-t-il quand on atteint le véritable bord du système solaire? Qu'est-ce que Voyager a trouvé de l'autre côté? Pourquoi la densité de l'espace augmente-t-elle à mesure que Voyager s'éloigne? Qu'est-ce que ce mystérieux front de pression qui est apparu en 2020 et que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer? Pourquoi les deux Voyagers détectent-ils encore des traces du Soleil des années après avoir quitté l'héliosphère? Et la question la plus fondamentale de toutes: l'espace interstellaire est-il ce que nous pensions qu'il était, ou est-ce quelque chose d'entièrement différent, quelque chose que nous n'avons même pas encore les mots pour décrire? Avant de plonger dans cette histoire incroyable, laissez-moi vous donner quelques faits qui vont vous faire perdre la tête. Voyager est si loin que la lumière, la chose la plus rapide de l'univers entier, met presque un jour complet pour l'atteindre. En novembre 2026, il sera officiellement à un jour-lumière de la Terre. 16 milliards de kilomètres. Aucun objet fabriqué par l'homme n'a jamais été aussi loin. Voyager a été conçu pour une mission de 5 ans. Il fonctionne depuis presque 50 ans. Les ingénieurs qui l'ont construit n'ont jamais imaginé qu'il leur survivrait. Et pourtant, beaucoup d'entre eux sont partis alors que leur création continue de voler. Les ordinateurs à bord de Voyager ont moins de mémoire qu'une carte de vœux musicale moderne. Nous parlons de 69 kilooctets de mémoire. J'ai votre téléphone portable à environ 1 million de fois plus de puissance de calcul que le vaisseau spatial le plus lointain de l'humanité. Et voici peut-être le fait le plus extraordinaire de tous. Voyager transporte un disque d'or, un véritable disque phonographique en cuivre plaqué or, avec des sons de la Terre, de la musique allant de Beethoven à Chuck Berry, des salutations en 55 langues, des chants de baleines, le son du tonnerre, le bruit des vagues, et même le son d'un baiser de mère à son nouveau-né. C'est une bouteille à la mer jetée dans l'océan cosmique, et elle est
conçus pour survivre pendant plus d'1 milliard d'années. L'alignement planétaire qui a rendu le voyage de Voyager possible ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Si la NASA avait raté la fenêtre de 1977, et personne vivant aujourd'hui n'aurait eu une autre chance. Et le signal de Voyager 1, quand il atteint la Terre, a environ 23 watts de puissance, moins qu'une ampoule de réfrigérateur. Pourtant, le réseau de l'espace lointain de la NASA peut le détecter depuis 15 milliards de kilomètres. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se trouve au-delà du bord de tout ce que nous connaissons, si vous voulez comprendre pourquoi ces découvertes changent notre compréhension de l'univers, alors restez avec moi. D'ici la fin de cette histoire, la façon dont vous regardez notre système solaire, notre place dans la galaxie, et l'univers lui-même ne sera plus jamais la même. Et si ce genre de contenu vous passionne, si vous voulez des explorations profondes et honnêtes des mystères du cosmos, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire me disant si vous pensez que Voyager sera un jour trouvé par une autre civilisation, et à encourager cette vidéo parce que l'algorithme a besoin de savoir que les gens veulent de la vraie science, de la vraie exploration, du vrai mystère. Pour comprendre ce que Voyager vient de trouver, nous devons remonter le temps. Remonter jusqu'en 1977. Remonter à une époque où l'humanité a décidé de jeter un message dans la bouteille cosmique. Nous devons comprendre où Voyager a été, ce qu'il a été conçu pour faire, et pourquoi ce qu'il trouve en ce moment réécrit notre compréhension de l'univers. C'est l'histoire complète, depuis la rampe de lancement jusqu'au bord de l'espace interstellaire, et chaque mystère inexpliqué en chemin. Non, tout a commencé avec une découverte mathématique qui a changé l'histoire de l'exploration spatiale. À la fin des années 1960, un jeune ingénieur aérospatial nommé Gary Flandreau travaillait au laboratoire de propulsion par réaction de la NASA, le célèbre JPL en Californie. Flandreau faisait des calculs de trajectoire, traçant les orbites des planètes extérieures sur du papier, quand il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Il a calculé que dans les années 1970, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune allaient s'aligner dans une configuration qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Cette configuration rare permettrait à un vaisseau spatial d'utiliser la gravité de chaque planète comme une fronde pour atteindre la suivante. Un tir de billard cosmique à travers le système solaire, où chaque planète donnerait au vaisseau l'élan nécessaire pour continuer vers la prochaine, sans avoir besoin de quantités astronomiques de carburant. Cette découverte a donné naissance à un concept audacieux appelé le Grand Tour. Le plan original de la NASA était ambitieux au-delà de l'imagination. Plusieurs vaisseaux spatiaux visiteraient toutes les planètes extérieures dans une série de survols chorégraphiés avec une précision millimétrée. Mais nous étions à la fin de l'ère Apollo. Le programme lunaire avait coûté des sommes colossales. La guerre du Vietnam drainait le budget national. Le Congrès américain regardait les dépenses spatiales avec un scepticisme croissant. Le Grand Tour dans sa forme originale a été annulé. C'était trop cher, trop ambitieux, trop risqué. Mais de ces cendres est né quelque chose de plus modeste en apparence, mais tout aussi révolutionnaire en réalité. 2 vaisseaux spatiaux, initialement désignés sous le nom de Mariner Jupiter-Saturne, seraient construits pour survoler au minimum Jupiter et Saturne. Le nom a ensuite été changé en quelque chose de plus poétique, de plus adapté à la grandeur de la mission. Voyager.
le voyageur. Et ces deux voyageurs allaient changer à jamais notre compréhension du système solaire et de ce qui se trouve au-delà. Les défis de conception étaient immenses. Les ingénieurs devaient construire des vaisseaux capables de survivre aux cauchemars radiatifs de Jupiter, dont les ceintures de radiation sont si intenses qu'elles peuvent griller l'électronique en quelques heures. Ils devaient résister au froid extrême du système solaire externe, où les températures chutent à des centaines de degrés sous zéro, et ils devaient communiquer à travers des milliards de kilomètres, un exploit de télécommunication qui frisait l'impossible. Pour l'alimentation électrique, les panneaux solaires étaient hors de question. Si loin du Soleil, la lumière solaire est bien trop faible pour générer suffisamment d'électricité, les ingénieurs ont donc choisi des générateurs thermoélectriques à radioisotopes, des RTG, des sources d'énergie nucléaire utilisant du plutonium-238. La désintégration radioactive du plutonium produit de la chaleur, et cette chaleur est convertie en électricité. Pas besoin de lumière solaire, pas besoin de carburant conventionnel, juste la physique nucléaire, travaillant silencieusement, inlassablement, pendant des décennies. Ah, mais il y avait un autre aspect de la mission qui transcendait la science pure et entrait dans le domaine de la poésie, de la philosophie et de l'espoir humain. L'astronome Carl Sagan, l'un des esprits les plus brillants et les plus visionnaires de son époque, a reçu une mission extraordinaire. On lui a donné seulement 6 semaines pour assembler un message destiné à toute civilisation extraterrestre qui pourrait un jour trouver les vaisseaux voyager dans leur voyage à travers l'espace interstellaire. Sagan et son équipe ont créé le disque d'or, un objet qui reste à ce jour l'une des réalisations culturelles les plus profondes de l'humanité. Chaque vaisseau voyager porte un disque en cuivre, plaqué or de 30 cm de diamètre. Sur ce disque sont encodées 116 images montrant la vie sur Terre, des paysages aux structures cellulaires, des animaux aux êtres humains dans leur diversité. 27 sélections musicales représentent la richesse de la créativité humaine, de la 5e symphonie de Beethoven au Johnny B. Good de Chuck Berry, en passant par des musiques traditionnelles d'Azerbaïdjan, du Pérou, de Chine et du Sénégal. Des salutations dans 55 langues invitent quiconque les entend à la conversation, depuis l'acadien ancien, parlé en Mésopotamie il y a plus de 4000 ans, jusqu'au chinois moderne. Des sons naturels de la terre captent l'essence de notre monde, le grondement du tonnerre, le chant des oiseaux, le souffle du vent, le fracas des vagues sur le rivage, le cri d'une baleine à bosse dans les profondeurs de l'océan. Et un essai audio de 12 minutes tisse ces sons dans un récit sonore de notre planète. Le couvercle du disque porte des instructions gravées expliquant comment jouer l'enregistrement, ainsi qu'une carte montrant la position de la Terre par rapport à 14 pulsars, ces phares cosmiques dont les signaux permettraient à une civilisation avancée de localiser notre planète dans la galaxie. Un message du président américain Jimmy Carter y est inscrit, déclarant que ce disque représente nos sons, notre science, nos images, notre musique, nos pensées et nos sentiments. Et le tout est conçu pour survivre pendant plus d'1 milliard d'années dans le vide de l'espace interstellaire. Pensez à cela. Chaque structure sur Terre, chaque livre jamais écrit, chaque civilisation jamais construite. Tout sera poussière depuis longtemps lorsque ces 2 disques d'or dériveront encore à travers la galaxie, portant Beethoven, des chants de baleines
et le rire d'enfants. Un fossile cosmique de qui nous étions. Le lancement a été un moment d'une intensité presque irréelle. Voyager 2 a décollé en premier le 20 août 1977 depuis Cap Canaveral en Floride, propulsé dans le ciel par une fusée Titan 3 Centaure. 16 jours plus tard, le 5 septembre 1977, Voyager 1 a suivi, lancé sur une trajectoire plus rapide. Malgré son lancement ultérieur, Voyager 1 était sur une route plus directe et plus véloce. En décembre 1977, à peine 3 mois après le lancement, Voyager 1 avait déjà dépassé son jumeau, et les deux vaisseaux filaient vers Jupiter, vers l'inconnu, vers une aventure qui dépasserait les rêves les plus fous de leur créateur. L'arrivée à Jupiter a été une révélation. Voyager 1 est arrivé en mars 1979, suivi par Voyager 2 en juillet de la même année. Ce que les vaisseaux ont découvert a transformé notre compréhension du système solaire de la manière la plus spectaculaire imaginable. Commençons par Io, la lune la plus intérieure des grandes lunes galiléennes de Jupiter. Les scientifiques s'attendaient à trouver un monde mort, criblé de cratères, semblables à notre propre lune. Ce qu'ils ont trouvé les a stupéfiés. Io était un cauchemar volcanique. Des centaines de volcans actifs crachaient du soufre et du dioxyde de soufre à des centaines de kilomètres d'altitude dans l'espace. La surface entière était un paysage en constante transformation, de lave, de caldeira et de dépôts sulfuriques aux couleurs jaune, orange, rouge et noir. Io est le corps le plus volcaniquement actif de tout le système solaire, et personne ne l'avait prédit. Le mécanisme derrière cette activité volcanique furieuse est le chauffage par marée, la gravité massive de Jupiter, combinée aux influences gravitationnelles des autres grandes lunes, pétrit et étire l'intérieur d'Io comme de la pâte, générant une chaleur interne suffisante pour alimenter ces centaines de volcans. Et puis il y avait Europe. Europe a montré une surface de glace craquelée, striée de lignes brunes et rougeâtres, presque sans cratère d'impact. L'absence de cratère signifiait que la surface était jeune, constamment renouvelée. Et sous cette croûte de glace, les données suggéraient l'existence d'un vaste océan d'eau liquide, maintenu par le même chauffage par marée qui tourmentait Io. Un océan sous la glace. De l'eau liquide, l'un des ingrédients essentiels de la vie telle que nous la connaissons. Europe reste aujourd'hui l'une des cibles les plus excitantes pour la recherche de vie extraterrestre dans notre système solaire. Jupiter lui-même a révélé des surprises. Les vaisseaux ont découvert que la planète géante possédait un système d'anneaux ténus, invisible depuis la Terre. La grande tache rouge, observée depuis des siècles avec des télescopes terrestres, s'est révélée être une tempête encore plus complexe et turbulente que quiconque ne l'avait imaginé. Un anticyclone gigantesque plus grand que la Terre entière, tournoyant dans l'atmosphère de Jupiter depuis au moins 350 ans. De Jupiter, les voyagers se sont dirigés vers Saturne et les merveilles ont continué. Voyager 1 est arrivé à Saturne en novembre 1980. Et c'est là qu'une décision a été prise qui allait changer le cours de la mission de manière irréversible. Les scientifiques étaient fascinés par Titan, la plus grande lune de Saturne. Les observations depuis la Terre avaient révélé que Titan possédait une atmosphère épaisse, mais ces détails étaient cachés derrière une brume opaque. Voyager 1 a été dirigé vers un survol rapproché de Titan, passant à seulement
6500 km de sa surface. Ce qu'il a découvert était extraordinaire. Titan avait une atmosphère plus épaisse que celle de la Terre, composée principalement d'azote, exactement comme la nôtre. Mais au lieu d'oxygène, l'atmosphère de Titan contenait du méthane et de l'éthane, créant un cycle météorologique avec des nuages de méthane, de la pluie de méthane et probablement des lacs et des rivières de méthane liquide à la surface. C'était un monde avec une météo, des saisons et une chimie organique complexe. Un monde qui, d'une certaine manière, ressemblait à ce que la Terre aurait pu être avant l'apparition de la vie. Mais cette rencontre rapprochée avec Titan a eu un coût. La trajectoire nécessaire pour le survol a éjecté, voyagé un hors du plan du système solaire. Il ne pourrait plus visiter Uranus ou Neptune. Cette décision a été délibérément prise parce que les données sur Titan étaient jugées plus précieuses que les survols planétaires supplémentaires. Voyager 2 servirait de sauvegarde pour le reste du grand tour. Voyager 2 a atteint Saturne en août 1981, ajoutant ses propres observations aux données de Voyager 1. Puis, il a entamé un long voyage solitaire vers Uranus, d'une croisière de 4 ans et demi à travers le vide entre les planètes géantes. En janvier 1986, Voyager 2 est arrivé à Uranus, devenant le premier et, à ce jour, le seul vaisseau spatial à avoir visité cette planète lointaine. Uranus a révélé des bizarreries que personne n'avait anticipées. Son champ magnétique était incliné de 59 degrés par rapport à son axe de rotation, une asymétrie sans équivalent parmi les autres planètes. De plus, ce champ magnétique n'était pas centré sur le cœur de la planète, mais décalé d'un tiers du rayon d'Uranus. C'était comme si la dynamo magnétique de la planète fonctionnait selon des règles complètement différentes de celles que nous connaissions. Voyager 2 a découvert 10 nouvelles lunes et 2 nouveaux anneaux. Et Miranda, l'une des lunes d'Uranus, présentait un terrain d'une complexité hallucinante, un patchwork de terrains radicalement différents juxtaposés, avec des falaises de glace de 20 km de haut. Certains scientifiques ont proposé que Miranda avait été brisée par un impact catastrophique, puis réassemblée par sa propre gravité, créant ce paysage chaotique et désordonné. Le dernier acte planétaire a eu lieu en août 1989, quand Voyager 2 a atteint Neptune, la planète la plus lointaine de son itinéraire. Neptune a été une surprise de bout en bout. La planète arborait une grande tache sombre, un système de tempêtes massif rappelant la grande tache rouge de Jupiter, mais qui, contrairement à celle de Jupiter, a disparu quelques années plus tard lorsque le télescope spatial Hubble a observé Neptune. Et les vents sur Neptune atteignaient des vitesses supersoniques de plus de 1900 km/h, les plus rapides jamais mesurées dans le système solaire. Et cela sur une planète qui reçoit 1000 fois moins d'énergie solaire que la Terre. Comment une planète aussi froide et aussi éloignée du Soleil pouvait-elle générer des vents aussi violents? C'est une question qui tourmente encore les planétologues. La lune Triton de Neptune a offert ses propres révélations. Des geysers actifs crachaient de l'azote gazeux à travers sa surface glaciale, malgré des températures de surface de moins 235 degrés Celsius. Et Triton orbite autour de Neptune dans la direction inverse, un mouvement rétrograde qui indique qu'il n'est pas né autour de Neptune, mais qu'il a été capturé, probablement depuis la ceinture de Kuiper.
les piégés par la gravité de Neptune lors d'un passage trop rapproché il y a des milliards d'années. Voyager 2 a été délibérément dirigé vers le sud du plan orbital de Neptune pour étudier Triton de près, sachant que cette trajectoire l'enverrait dans une direction différente de celle de Voyager 1, les deux vaisseaux divergeant désormais vers des régions distinctes de l'espace interstellaire. Puis est venu l'un des moments les plus poétiques et les plus émouvants de l'histoire de l'exploration spatiale. Le 14 février 1990, le jour de la Saint-Valentin, à la demande pressante de Carl Sagan, Voyager 1 a tourné sa caméra une dernière fois vers la Terre. Le vaisseau se trouvait alors à 6 milliards de kilomètres de notre planète. L'image qu'il a capturée est devenue l'une des photographies les plus célèbres et les plus profondes jamais prises. Que la Terre apparaît comme un minuscule point pâle, à peine un pixel, suspendu dans un rayon de lumière solaire diffusée. Le point bleu pâle. Sagan a écrit à propos de cette image des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Regardez encore ce point. C'est ici. C'est notre foyer. C'est nous. Tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, chaque être humain qui a jamais existé a vécu sa vie sur ce grain de poussière, suspendu dans un rayon de soleil. Après cette image, les caméras de Voyager ont été éteintes pour toujours. Il n'y avait plus de planète à photographier et chaque watt d'énergie devait être préservé pour la longue route qui restait. Si cette histoire vous touche, si la grandeur de ce que l'humanité a accompli avec ces deux petits vaisseaux résonne en vous, et prenez un moment pour encourager cette vidéo. Ce simple geste aide plus de gens à découvrir ces histoires, et elles méritent d'être racontées et entendues. Après les rencontres planétaires, beaucoup à la NASA considéraient la mission comme terminée. Les objectifs scientifiques principaux avaient été atteints au-delà de toute espérance. Mais les Voyager continuaient de voler, continuaient d'envoyer des données. Leurs instruments, bien que conçus pour étudier des planètes, pouvaient aussi mesurer le vent solaire, les rayons cosmiques, les champs magnétiques et les ondes plasma dans l'espace entre les planètes. La NASA a continué le financement sous le nom de Mission interstellaire Voyager, officiellement lancée en 1990. Et ainsi a commencé le chapitre le plus long, le plus patient et peut-être le plus extraordinaire de l'histoire du vol spatial. Les Voyager se dirigeaient vers le bord de l'influence du Soleil. Mais personne ne savait exactement où se trouvait ce bord ni à quoi il ressemblerait quand on y arriverait. Pendant des années, les vaisseaux ont traversé le vide entre les planètes, envoyant des données monotones mais précieuses sur les conditions du vent solaire, à des distances toujours plus grandes. L'attente était interminable. Les années passaient. Les ingénieurs vieillissaient. Certains prenaient leur retraite, d'autres mouraient. Et leur création continuait de voler, imperturbable, fidèle, inlassable. Pour comprendre ce que les Voyagers cherchaient, et pourquoi ce qu'ils ont trouvé est si dérangeant, nous devons comprendre ce qu'est l'héliosphère. Et pour comprendre l'héliosphère, nous devons comprendre le Soleil d'une manière que la plupart des gens n'ont jamais envisagée. Nous, les terriens, pensons au Soleil comme une boule de lumière compacte et lointaine. Notre atmosphère épaisse et notre champ magnétique nous protègent des pires dangers de notre étoile, nous donnant l'illusion que le Soleil est simplement une source bienveillante de lumière et de chaleur. Mais, en réalité, le Soleil est une masse bouillonnante,
de plasma et de magnétisme qui crachent des particules chargées, des protons et des électrons dans toutes les directions à des vitesses allant de 400 à 750 km par seconde. C'est le vent solaire. Et ce vent ne s'arrête pas aux planètes. Il continue bien au-delà, emportant avec lui le champ magnétique du Soleil, créant une gigantesque bulle dans l'espace. Imaginez que vous conduisez votre voiture sous une pluie battante. Votre voiture pousse la pluie de côté, créant une zone relativement sèche autour d'elle. La forme de cette zone n'est pas une sphère parfaite parce que vous vous déplacez dans une direction. Elle est allongée, avec un nez arrondi devant et une queue derrière. Le Soleil fait exactement la même chose alors qu'il traverse le milieu interstellaire. Ce gaz ténu qui remplit l'espace entre les étoiles. La bulle, créée par le vent solaire et le champ magnétique du Soleil, est l'héliosphère. Et c'est cette bulle qui constitue la véritable frontière de l'influence de notre étoile. L'héliosphère a une structure en couches, comme un oignon cosmique. La couche la plus interne est la région du vent solaire, où le vent de particules chargées souffle vers l'extérieur à des vitesses supersoniques. Puis vient le choc terminal, la frontière où le vent solaire ralentit brusquement de supersonique à subsonique lorsqu'il rencontre la résistance du milieu interstellaire. Au-delà du choc terminal se trouve l'héliogène, une région turbulente où le vent solaire ralentit, tourbillonne et se mélange de manière chaotique. Et enfin, la frontière ultime, l'héliopause, le point où la pression du vent solaire dirigé vers l'extérieur est exactement égale à la pression du milieu interstellaire, poussant vers l'intérieur. Au-delà de l'héliopause se trouve le véritable espace interstellaire, le milieu entre les étoiles, un environnement que personne n'avait jamais directement mesuré avant les voyager. Le Soleil n'est pas constant. Son activité monte et descend selon un cycle d'environ 11 ans. Pendant le maximum solaire, le vent solaire est plus fort et l'héliosphère se gonfle comme un ballon. Pendant le minimum solaire, le vent faiblit et l'héliosphère se contracte. Comme le dit Jamie Rankin, physicienne spatiale à Princeton et scientifique adjointe du projet Voyager, on voit ces oscillations dramatiques de 11 ans, des minimums et des maximums, des creux et des pics, à travers toute l'héliosphère. L'héliosphère respire. Et cette respiration cosmique signifie que ces frontières ne sont pas fixes. Elles bougent, elles ondulent, elles sont vivantes. Mais quelle est la forme de l'héliosphère? C'est l'une des plus grandes questions ouvertes en héliophysique, et la réponse nous échappe encore. Le modèle classique la présente comme une comète, avec un nez arrondi faisant face au vent interstellaire et une longue queue s'étirant derrière, dans la direction opposée au mouvement du Soleil à travers la galaxie. Mais en 2020, des recherches dirigées par Meirav Ofer de l'Université de Boston ont proposé un modèle radicalement différent. Selon ces calculs, l'héliosphère pourrait ressembler à un croissant dégonflé avec 2 lobes s'étirant de chaque côté du Soleil, façonnés par l'interaction entre le champ magnétique solaire et le milieu interstellaire. D'autres modèles proposent des formes encore différentes. La vérité est que nous ne savons tout simplement pas. Comme le dit Sarah Spitzer, physicienne spatiale à l'Institut Weizmann en Israël, c'est comme si nous étions des poissons rouges essayant de mesurer notre bocal de l'intérieur, et nous ne pouvons même pas atteindre les bords. Et cette ignorance n'est pas seulement un sujet de curiosité académique. L'héliosphère est notre bouclier.
Elle dévie une portion significative des rayons cosmiques galactiques, ces particules de haute énergie produites par des explosions de supernovas et d'autres événements violents à travers la galaxie. Sans l'héliosphère, la vie sur Terre serait bombardée par beaucoup plus de radiation. Comprendre la forme et la dynamique de l'héliosphère, c'est comprendre notre propre protection. Et Rankin ajoute quelque chose de profond. Chacune de nos mesures à ce jour, jusqu'à ce que les Voyager traversent l'héliopause, a été filtrée à travers toutes les différentes couches du Soleil. Nous étions prisonniers de notre propre bulle, incapables de voir au-delà. Les Voyager ont été nos premiers yeux de l'autre côté. En 2008, la NASA a lancé l'explorateur de la frontière interstellaire, connu sous le nom d'IBEX, pour étudier le bord de l'héliosphère depuis l'orbite terrestre. IBEX ne voyage pas vers le bord de l'héliosphère comme les Voyager. Au lieu de cela, il échantillonne des atomes neutres énergétiques, des particules qui affluent depuis la frontière de l'héliosphère vers la Terre. En analysant les caractéristiques de ces particules, les scientifiques peuvent reconstruire une partie de ce qui se passe là-bas, à des milliards de kilomètres. IBEX a fait une découverte majeure et totalement inattendue. Un ruban d'atomes neutres énergétiques drapé à travers l'héliogène, une structure que personne n'avait prédite et qui n'apparaissait dans aucun modèle. Donc les scientifiques pensent que ce ruban pourrait être causé par des particules qui rebondissent entre l'héliosphère et l'espace interstellaire, mais le mécanisme exact reste débattu. Et voici l'ironie cosmique cruelle. Les deux vaisseaux Voyager sont passés de chaque côté de ce ruban sans pouvoir l'étudier directement. David McComas, physicien spatial à Princeton et chercheur principal d'IBEX, le résume avec une frustration palpable. Juste entre eux se trouve la chose la plus grande et la plus évidente de l'héliosphère externe. Et les Voyager l'ont manqué. McComas ajoute une réflexion qui met en perspective les limites de notre exploration. Les Voyager sont très semblables à des biopsies de l'héliosphère. Nous ne savons rien de la structure tridimensionnelle globale de l'héliosphère externe à partir de ces deux seuls ensembles de points. Et c'est exactement le genre de situation qui montre les limites de l'observation locale, quand on essaie de comprendre quelque chose d'aussi vaste et d'aussi englobant que le domaine d'influence de notre étoile. En décembre 2004, après 27 ans de voyage, Voyager 1 a atteint le choc terminal à environ 94 unités astronomiques du Soleil, soit environ 14 milliards de kilomètres. Le choc terminal, pour le visualiser, pensez à un avion supersonique. L'air devant lui se comprime en une onde de choc. Le vent solaire fait quelque chose de similaire. Il fonce vers l'extérieur à des vitesses supersoniques jusqu'à ce qu'il percute le mur du milieu interstellaire et ralentisse brusquement. C'est le choc terminal, la première des frontières majeures que les Voyager devaient traverser. Et que les scientifiques s'attendaient à une frontière nette, bien définie, un passage clair d'un régime à l'autre. Au lieu de cela, la traversée de Voyager 1 a été étrange et ambiguë. La vitesse du vent solaire a chuté, mais pas aussi dramatiquement que les modèles l'avaient prédit. Certains scientifiques ont même débattu pour savoir si Voyager 1 avait réellement traversé le choc terminal ou s'il avait simplement rencontré une fluctuation locale. Les données étaient confuses, contradictoires, résistant à une interprétation claire. La réalité, comme les scientifiques allaient l'apprendre encore et encore avec les Voyager, était plus complexe que tous les modèles.
Au-delà du choc terminal, Voyager 1 est entré dans l'héliogène, cette région turbulente et chaotique entre le choc terminal et l'héliopause. Et pensez-y comme la zone d'écume où une vague se brise sur une plage. Le vent solaire ralentit, tourbillonne, change de direction, se mélange de manière imprévisible. C'était un environnement que personne n'avait jamais directement mesuré, et il s'est avéré être bien plus chaotique et dynamique que ce que les théoriciens avaient imaginé. 3 ans plus tard, en août 2007, Voyager 2 a atteint le choc terminal à son tour. Mais à environ 84 unités astronomiques du Soleil, soit 10 unités astronomiques plus près que la traversée de Voyager 1. Cette différence était significative et révélatrice. L'héliosphère n'est pas symétrique. Le milieu interstellaire pousse plus fort d'un côté que de l'autre. Voyager 2 voyageait dans une direction où l'héliosphère était comprimée par le vent interstellaire. Et donc la frontière était plus proche du Soleil. Et puis, il y a eu la découverte qui a vraiment secoué les modèles. Voyager 2 semble avoir traversé le choc terminal 5 fois distinctes. Pas une fois, pas 2 fois, 5 fois. Alors que l'héliosphère respirait avec le cycle solaire, gonflant et se contractant, la frontière du choc terminal allait et venait sur le vaisseau spatial, comme quelqu'un debout au bord de l'eau sur une plage, alors que les vagues montent et descendent. Le choc terminal passait sur Voyager 2, puis reculait derrière lui, puis revenait, encore et encore. Cela a révélé que l'héliosphère est bien plus dynamique que quiconque ne l'avait réalisé. Ce n'est pas une bulle statique, c'est une structure vivante, respirante, pulsante, qui répond aux humeurs changeantes du Soleil. Là, les instruments utilisés pour ces détections étaient le spectromètre de Science Plasma, mesurant les particules du vent solaire, l'instrument de particules chargées de basse énergie, mesurant les particules énergétiques, le sous-système de rayons cosmiques, mesurant les rayons cosmiques galactiques, le magnétomètre, mesurant les champs magnétiques, et le sous-système d'ondes plasma, écoutant les oscillations du plasma. Chaque instrument ajoutait une pièce au puzzle, mais le puzzle lui-même semblait s'agrandir plus vite qu'on ne pouvait le résoudre. Les 2 Voyager ont ensuite passé des années à traverser l'héliogène, cette zone frontière turbulente. Le champ magnétique dans l'héliogène s'est révélé beaucoup plus complexe que ce que les modèles avaient prédit. Au lieu d'une transition en douceur, c'était un enchevêtrement chaotique de champs magnétiques emmêlés, tordus et repliés sur eux-mêmes. Et juste avant de quitter l'héliosphère, en 2012, Voyager 1 est entré dans une région étrange que les scientifiques ont surnommée l'autoroute magnétique. Dans cette zone, des particules chargées provenant du Soleil coulaient rapidement vers l'extérieur, le long de lignes de champs magnétiques qui semblaient connecter l'intérieur de l'héliosphère au milieu interstellaire, comme du trafic s'engageant sur une autoroute. C'était une région qu'aucun modèle théorique n'avait prédite. Elle n'apparaissait dans aucune simulation. Voyager avait découvert quelque chose d'entièrement nouveau, une structure qui n'existait dans aucun livre de physique, dans aucune prédiction, et dans aucun scénario envisagé par les esprits les plus brillants de l'héliophysique. Et nous arrivons maintenant au moment historique. Le 25 août 2012, Voyager 1 a traversé l'héliopause à environ 121,6 unités astronomiques du Soleil, soit environ 18 milliards de kilomètres.
Il est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. L'humanité avait, pour la première fois de son histoire, envoyé un émissaire au-delà de la bulle protectrice de son étoile, dans l'océan cosmique qui sépare les soleils. Mais voici le rebondissement que personne n'avait vu venir. La NASA n'a pas annoncé cette traversée historique avant septembre 2013, plus d'1 an après qu'elle s'est produite. Pourquoi? Parce que les données étaient profondément déroutantes. Si les scientifiques s'attendaient à ce que 3 choses se produisent simultanément lorsque Voyager 1 traverserait l'héliopause. Premièrement, une chute dramatique des particules du vent solaire. Cela s'est produit. Deuxièmement, une augmentation dramatique des rayons cosmiques galactiques. Cela aussi s'est produit. Troisièmement, un changement dans la direction du champ magnétique. Le champ magnétique à l'intérieur de l'héliosphère suit une configuration en spirale dictée par la rotation du Soleil. En dehors de l'héliosphère, le champ magnétique interstellaire devrait avoir une direction complètement différente. Donc, quand Voyager traverserait l'héliopause, les scientifiques s'attendaient à voir un changement net dans l'orientation du champ magnétique. Cela ne s'est pas produit. Le champ magnétique a changé en intensité, mais pas en direction. Ou du moins, pas de la manière dramatique attendue. C'était profondément déroutant. 2 des 3 critères confirmaient la traversée, mais le 3e la contredisait apparemment. Ce qui a finalement confirmé que Voyager 1 avait bien traversé dans l'espace interstellaire a été un heureux concours de circonstances. En avril 2013, une puissante éruption solaire survenue des mois auparavant a atteint l'emplacement de Voyager 1 et a fait vibrer le plasma autour du vaisseau. En mesurant la fréquence de ces oscillations, les scientifiques ont pu calculer la densité du plasma qui s'est avérée être 40 fois plus dense qu'à l'intérieur de l'héliosphère. C'était la preuve irréfutable. Voyager 1 baignait dans le plasma interstellaire. Il était bien de l'autre côté, mais le mystère du champ magnétique reste. Pourquoi la direction du champ magnétique n'a-t-elle pas changé à l'héliopause comme prévu? Plusieurs théories tentent d'expliquer cette anomalie. Le champ magnétique du Soleil et le champ magnétique interstellaire pourraient être plus alignés que nous ne le pensions. Une coïncidence cosmique troublante? Ou peut-être existe-t-il une épaisse couche de transition où les 2 systèmes magnétiques se mélangent, une couche de reconnexion magnétique. Des recherches publiées en 2024 proposent que les 2 voyagers ont peut-être traversé une épaisse couche frontière à l'héliopause constituée de flux magnétiques reconnectés, une région où le champ magnétique du Soleil et le champ interstellaire ont fusionné ensemble. L'héliopause ne serait pas une frontière nette du tout, mais une zone de transition graduelle et désordonnée s'étirant sur plusieurs unités astronomiques. Ce mystère n'est toujours pas résolu. 6 ans après, Voyager 1, le 5 novembre 2018, Voyager 2 a traversé l'héliopause à son tour, à environ 119 unités astronomiques du Soleil. Et la traversée de Voyager 2 a été encore plus précieuse que celle de son jumeau, pour une raison simple mais cruciale. Voyager 2 possédait encore un spectromètre de science plasma en état de fonctionnement. Celui de Voyager 1 avait cessé de fonctionner en 1980. Cela signifiait que Voyager 2 pouvait directement mesurer le plasma, le gaz chargé, à la frontière de l'héliosphère. C'étaient les toutes premières mesures directes du plasma à l'héliopause de l'histoire.
Ce que Voyageur 2 a trouvé était en partie attendu et en partie stupéfiant, et la frontière détectée par Voyager 2 était beaucoup plus nette que celle que Voyager 1 avait observée. La transition s'est produite sur une distance plus courte, un passage plus abrupt d'un environnement à l'autre. Mais il y avait des surprises. Juste avant de sortir de l'héliosphère, Voyager 2 a détecté une légère augmentation de la densité du plasma, comme si le plasma était comprimé à la frontière, pressé à travers un rétrécissement, comme de l'eau passant dans un tuyau qui se resserre. Et il y avait des fuites. Du matériel provenant du Soleil suintait à travers l'héliopause vers l'espace interstellaire. Le plasma solaire ne restait pas sagement à l'intérieur de sa bulle. Il s'échappait. Et puis il y a eu la température. La température à l'héliopause était incroyablement élevée, entre 30 000 et 50 000 Kelvin, soit entre 50 000 et 90 000 degrés Fahrenheit. Un mur de feu en termes de température. Mais voici le paradoxe crucial qui trompe notre intuition. La densité du plasma à cet endroit est extraordinairement faible, environ 0,1 particule par centimètre cube. C'est pratiquement le vide. Les quelques particules présentes se déplacent à des vitesses phénoménales, ce qui leur confère une température très élevée au sens physique du terme. Mais il y en a tellement peu qu'elles ne peuvent pas réchauffer quoi que ce soit. C'est comme la différence entre mettre votre main dans un four à 200 degrés où des milliards de molécules d'air frappent votre peau et vous brûlent, et être touché par une seule molécule à 1000 degrés que vous ne sentiriez même pas. Qui était Voyager traverse ce mur de feu sans sentir la moindre chaleur. La comparaison entre les deux traversées, effectuée à des endroits différents, à des époques différentes, sous des conditions solaires différentes, a révélé une héliosphère bien plus complexe et dynamique que n'importe quel modèle ne l'avait prédit. L'image simple d'une bulle, avec une frontière nette, est morte ce jour-là. Ce qui l'a remplacée est quelque chose de beaucoup plus nuancé, plus désordonné, plus intrigant. Il faut maintenant dissiper une idée fausse, très répandue. Beaucoup de gens imaginent l'espace interstellaire comme un vide pur, un néant absolu, une absence totale de matière et d'énergie. Mais ce n'est pas le cas. L'espace, entre les étoiles, est rempli d'une soupe ténue de gaz et de poussière, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec des traces d'éléments plus lourds. C'est le milieu interstellaire. Et c'est la matière première à partir de laquelle de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes planétaires sont nés. Comme le décrit Jamie Rankin, c'est un vestige de l'environnement à partir duquel notre système solaire est né. Nous nageons dans les cendres et les restes du nuage de gaz qui a donné naissance à notre Soleil et à nos planètes il y a 4,5 milliards d'années. Notre système solaire traverse actuellement une région appelée le nuage interstellaire local, parfois surnommé le duvet local. C'est un patch relativement chaud et dense de gaz interstellaire d'environ 30 années-lumière de diamètre. Le Soleil se trouve près du bord de ce nuage et pourrait en sortir dans les prochains milliers d'années, notre entrant dans une région de l'espace interstellaire aux propriétés différentes. Les implications de ce changement pour l'héliosphère et, par extension, pour la Terre, sont largement inconnues. Les rayons cosmiques galactiques remplissent l'espace interstellaire. Ce sont des fragments atomiques, des protons, des électrons et des noyaux atomiques qui ont été accélérés à des énergies phénoménales
par des explosions de supernovas lointaines, des collisions d'étoiles à neutrons et d'autres événements violents à travers la galaxie. À l'intérieur de l'héliosphère, beaucoup de ces particules sont déviées par le champ magnétique du Soleil. Au-delà de l'héliosphère, Voyager baigne dans la pleine force du rayonnement cosmique galactique. Et puis il y a la poussière interstellaire, des grains de matériaux expulsés par des étoiles mourantes, et chez les cendres de soleils morts qui dérivent à travers le vide. Chaque atome de carbone, d'oxygène et de fer dans nos corps était autrefois à l'intérieur d'une étoile. La poussière interstellaire et les restes de ces anciennes fournaises stellaires. En traversant l'espace interstellaire, Voyager navigue littéralement à travers les ingrédients de la vie elle-même. Êtes-vous toujours avec moi? Parce que, maintenant, nous arrivons à la partie qui va vraiment vous faire questionner tout ce que vous pensiez savoir sur l'espace au-delà de notre système solaire. Laissez un commentaire avec votre théorie sur ce qui se passe là-bas, dans le vide entre les étoiles. Et maintenant, plongeons dans les mystères inexpliqués. Voici le plus grand mystère de tous. En 2020, Voyager 1, naviguant dans l'espace interstellaire depuis déjà 8 ans, a détecté une augmentation soudaine et brusque de l'intensité du champ magnétique, un front de pression, apparu de nulle part, dans une région de l'espace qui était censée être calme, uniforme, prévisible. Les scientifiques ne peuvent pas l'expliquer. À l'intérieur de l'héliosphère, les fronts de pression sont monnaie courante. Le Soleil crache régulièrement des éjections de masse coronale et des rafales de vent solaire qui créent des ondes de pression se propageant à travers l'espace. Mais dans l'espace interstellaire, l'environnement était supposé être relativement quiescent. Pas de soleil proche pour créer des perturbations. Pas de source évidente d'énergie pour générer un front de pression aussi soudain. Non, ce que les scientifiques ont catalogué comme le front de pression numéro 2 est apparu comme un changement brusque de l'intensité du champ magnétique sans source clairement identifiable. D'où est-il venu? Plusieurs hypothèses sont sur la table. Premièrement, il pourrait s'agir d'un effet retardé d'un événement solaire massif, une onde de pression générée par une éruption solaire des années auparavant, se propageant vers l'extérieur à travers l'héliosphère, traversant l'héliopause et continuant dans l'espace interstellaire. Mais les calculs de temps ne correspondent pas parfaitement. Deuxièmement, il pourrait être causé par une interaction entre la frontière de l'héliosphère et le milieu interstellaire local, une sorte d'onde de choc générée par le mouvement de notre bulle solaire à travers le gaz interstellaire. Troisièmement, et c'est peut-être la possibilité la plus fascinante, il pourrait s'agir d'une structure dans le milieu interstellaire lui-même, un amas ou un filament de gaz à travers lequel Voyager est en train de passer. Si c'est le cas, cela signifierait que l'espace interstellaire n'est pas l'océan uniforme que nous imaginions, mais un paysage avec sa propre géographie, ses propres collines et vallées de densité et de magnétisme. Et quatrièmement, il pourrait s'agir de quelque chose d'entièrement inconnu. Quelque chose que nos modèles ne peuvent même pas encore concevoir. Ce qui rend les scientifiques perplexes, c'est que chaque modèle du milieu interstellaire prédisait un environnement lisse, variant graduellement. Au lieu de cela, Voyager trouve de la structure. Des régions de densité différentes, d'intensité de champs magnétiques différentes. De pressions différentes. L'espace interstellaire n'est pas le vide sans traits que nous imaginions. Il est texturé. Il est complexe.
il est surprenant. Merav Ofer, de l'Université de Boston, résume la situation avec une franchise désarmante. Nous savons maintenant à quel point nous savons peu de choses sur l'héliosphère. C'est bien plus complexe, bien plus dynamique que nous ne le pensions. Et ce front de pression n'est qu'un des mystères. Le suivant est encore plus déroutant. À mesure que Voyager 1 s'enfonce plus profondément dans l'espace interstellaire, la densité des électrons dans le plasma environnant augmente. Elle ne diminue pas, elle ne reste pas stable, elle augmente. Les chiffres sont frappants. Lors de la traversée de l'héliopause, à environ 122,6 unités astronomiques, la densité était d'environ 0,055 électrons par centimètre cube. Aux mesures plus récentes, vers 146 unités astronomiques, la densité était d'environ 0,12 électrons par centimètre cube. C'est plus du double. La densité a plus que doublé dans ce qui devrait être l'espace interstellaire ouvert et uniforme. Voyager 2 a confirmé cette tendance depuis une position différente dans l'espace. Ce n'est pas une anomalie locale affectant un seul vaisseau, c'est un phénomène réel affectant une large région de l'espace, au-delà de l'héliosphère. Plusieurs explications sont proposées. Voyager pourrait traverser ce que les scientifiques appellent le mur d'hydrogène. C'est une accumulation d'hydrogène interstellaire à l'avant de l'héliosphère, eau comprimée par l'onde de choc créée par le mouvement du Soleil à travers le milieu interstellaire, comme la vague d'étrave d'un navire qui comprime l'eau devant lui. Si c'est le cas, la densité devrait éventuellement se stabiliser puis diminuer à mesure que Voyager traverse ce mur et entre dans le milieu interstellaire non perturbé au-delà. Mais nous ne savons pas à quelle distance s'étend ce mur d'hydrogène, ni même s'il s'agit réellement de la bonne explication. Une autre possibilité est que des gradients de densité existent naturellement dans le nuage interstellaire local lui-même. Le nuage de gaz à travers lequel notre système solaire se déplace n'est pas nécessairement homogène. Il pourrait avoir des régions plus denses et moins denses, et Voyager pourrait simplement passer d'une zone moins dense à une zone plus dense. Ou encore, si l'interaction entre l'héliosphère et le milieu interstellaire pourrait créer un effet de drapage qui augmente la densité près de la frontière, un effet plus étendu et plus complexe que les modèles ne l'avaient prévu. Si la densité continue d'augmenter, cela suggère que la structure de l'espace autour de notre système solaire est bien plus complexe qu'on ne le supposait. Cela pourrait signifier que l'héliosphère crée une zone de perturbation beaucoup plus grande dans le milieu interstellaire que ce que nos modèles prédisaient. L'influence de notre Soleil sur l'espace environnant pourrait s'étendre bien au-delà de ce que nous pensions. Et cela nous amène au troisième mystère. Des années après avoir traversé dans l'espace interstellaire, les deux Voyager continuent de détecter des traces de l'activité solaire, ou des ondes de pression et des événements de particules qui se propagent vers l'extérieur depuis le Soleil, traversent l'héliopause et continuent dans l'espace interstellaire, comme des ondulations provenant d'une pierre jetée dans un étang qui continue au-delà du bord de l'étang. Les scientifiques ne s'attendaient pas à ce que cela se produise à ce degré. Les modèles prédisaient que l'héliopause serait une barrière assez étanche. Le vent solaire s'arrêterait. Le champ magnétique solaire s'arrêterait. Et au-delà, ce serait l'espace interstellaire pur, non affecté par notre étoile. Au lieu de cela, l'influence du Soleil fuit
dans l'espace interstellaire. Voyager peut encore sentir les colères de notre étoile, des années et des milliards de kilomètres au-delà de la frontière. L'héliopause n'est pas un mur solide. C'est une membrane perméable. Les événements solaires peuvent envoyer des ondes de pression profondément dans l'espace interstellaire, affectant potentiellement l'environnement local bien au-delà de ce que nous supposions. Cela remet en question notre compréhension fondamentale de la façon dont les étoiles interagissent avec le milieu qui les entoure. Si notre Soleil peut influencer l'espace interstellaire au-delà de sa bulle, d'autres étoiles font probablement de même. L'espace entre les étoiles n'est pas un vide passif. C'est un champ de bataille où les influences de milliards d'étoiles se chevauchent, interfèrent et interagissent. Le quatrième mystère concerne le paradoxe de l'alignement du champ magnétique, un mot que nous avons évoqué lors de la traversée de l'héliopause, mais qui mérite un examen plus approfondi car ses implications sont profondes. Quand Voyager 1 a traversé l'héliopause en 2012, le champ magnétique aurait dû changer radicalement de direction, passant du motif en spirale du Soleil à la direction du champ magnétique interstellaire. Ce changement a été l'un des signaux que les scientifiques cherchaient pour confirmer la traversée. Mais il ne s'est pas produit comme attendu. L'intensité du champ a changé, mais sa direction est restée remarquablement similaire à celle de l'intérieur de l'héliosphère. Ce résultat a des implications profondes pour notre compréhension de la structure de l'espace à la frontière de notre système solaire. Si le champ magnétique du Soleil et le champ magnétique interstellaire sont effectivement alignés, c'est soit une coïncidence cosmique extraordinaire, soit cela indique un processus physique que nous ne comprenons pas qui aligne les deux champs. Si, en revanche, il existe une épaisse zone de transition où les deux systèmes magnétiques se fondent l'un dans l'autre, cela signifie que l'héliopause n'est pas une frontière au sens traditionnel du terme. C'est plus comme le crépuscule entre le jour et la nuit, un gradient graduel plutôt qu'une ligne sur une carte. Des recherches récentes proposent que les deux voyagers ont traversé une épaisse couche frontière de flux magnétiques reconnectés. La reconnexion magnétique est un processus où des lignes de champs magnétiques de sources différentes se brisent et se reconnectent, libérant de l'énergie et mélangeant les champs. Si cela se produit à grande échelle à l'héliopause, cela signifie que la frontière de notre système solaire est un lieu de processus magnétique actif et énergétique, pas une limite passive. C'est une usine de reconnexion, un endroit où le magnétisme de notre Soleil est activement intégré au magnétisme de la galaxie. Et il y a un cinquième mystère, peut-être le plus troublant de tous, pour ceux qui aiment penser à l'espace interstellaire comme un océan calme. Le magnétomètre de Voyager 1 a détecté de la turbulence dans le milieu interstellaire. Des fluctuations du champ magnétique qui suggèrent que le vide calme entre les étoiles est tout sauf calme. Le milieu interstellaire est agité, dynamique, turbulent. Les analyses récentes de la frontière entre le champ magnétique du Soleil et l'espace interstellaire décrivent un environnement bien plus turbulent que quiconque ne l'avait imaginé. L'image qui émerge de toutes ces découvertes est radicalement différente de celle que les scientifiques avaient avant les Voyager. L'espace interstellaire n'est pas un océan paisible et uniforme. C'est un environnement dynamique et structuré, avec des variations de pression, des gradients de densité, de la turbulence magnétique et les échos persistants de l'activité
de notre Soleil. L'espace entre les étoiles a une texture, une topographie, une personnalité. Et nous n'avons fait qu'effleurer la surface de sa complexité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'espace, quelqu'un qui a besoin de savoir ce qui se passe au-delà du bord de tout ce que nous connaissons. Mais même alors que Voyager nous livre ces révélations extraordinaires, le temps presse. Les vaisseaux. Voyager sont en train de mourir. Lentement, inéluctablement, à un instrument après l'autre. Les générateurs thermoélectriques à radioisotopes de Voyager produisent de l'électricité à partir de la désintégration radioactive du plutonium-238 qui a une demi-vie de 87,7 ans. La puissance de sortie diminue d'environ 4 watts par an. Voyager a été lancé avec environ 470 watts de puissance électrique. Maintenant, chaque vaisseau fonctionne avec à peu près la moitié de cela. Et cette puissance continue de diminuer chaque année, inexorablement, selon les lois de la physique nucléaire. Aucun ingénieur, aucun génie ne peut arrêter la désintégration radioactive. L'extinction progressive des instruments est comme une longue veillée funèbre. En 1990, les caméras ont été éteintes. Plus de planètes à photographier et chaque watt compte pour la survie. En 1998, le spectromètre ultraviolet de Voyager 1 a été coupé. En 2007, l'instrument de science Plasma de Voyager 1, qui avait cessé de fonctionner en 1980, a été officiellement éteint pour économiser l'énergie. En octobre 2024, l'instrument de science Plasma de Voyager 2, le dernier spectromètre de plasma en fonctionnement sur les deux vaisseaux, celui qui avait fourni des données si précieuse lors de la traversée de l'héliopause, a été éteint pour toujours. En février 2025, le sous-système de rayons cosmiques de Voyager 1 a été désactivé. En mars 2025, l'instrument de particules chargé de basse énergie de Voyager 2 a suivi. À chaque extinction, nous perdons une façon de percevoir l'univers. Chaque instrument qui s'éteint est comme perdre un sens, comme si l'humanité devenait progressivement aveugle, sourde, ou insensible aux murmures de l'espace interstellaire. Il ne reste maintenant que 3 instruments actifs sur chaque vaisseau. Le magnétomètre triaxial qui mesure les champs magnétiques, le sous-système de rayons cosmiques ou son équivalent qui mesure les particules de haute énergie, et le sous-système d'ondes plasma, qui écoute les vibrations du plasma. 3 sens, 3 fils ténus, nous reliant encore aux messagers les plus lointains de l'humanité. La NASA compare cette situation à un patient en soins palliatifs. Un par un, les systèmes de survie sont éteints. Chaque extinction est une petite mort, une perte permanente d'une capacité de sentir l'univers. Mais chaque watt économisé prolonge la vie des systèmes restants, permettant à Voyager de continuer à murmurer ses secrets un peu plus longtemps. Et il n'y a pas que le déclin de la puissance. Les vaisseaux eux-mêmes sont devenus fragiles, sujets à des défaillances qui glacent le sang des ingénieurs de la NASA. En 2022, Voyager 1 a commencé à envoyer des données de télémétrie brouillées et incohérentes depuis son système de contrôle d'attitude. Le vaisseau connaissait son orientation dans l'espace, mais rapporter des valeurs était impossible, comme un instrument qui donne des lectures absurdes. Après des mois d'enquête, la NASA a découvert que le vaisseau avait accidentellement acheminé ses données de télémétrie à travers un ordinateur défaillant qui était hors ligne
depuis des années, corrompant les informations dans le processus. Un bug informatique à 15 milliards de kilomètres de distance, diagnostiqué avec un délai de communication de 45 heures aller-retour. Et puis est venue la crise la plus terrifiante. En novembre 2023, Voyager 1 a cessé d'envoyer des données scientifiques cohérentes. Du jour au lendemain, le vaisseau le plus lointain de l'humanité a commencé à transmettre du charabia. Pendant des mois entiers, Voyager 1 parlait en langue, envoyant des séquences de données qui n'avaient aucun sens. Les ingénieurs du JPL étaient confrontés à un cauchemar logistique. Le vaisseau était si loin qu'il fallait attendre 45 heures entre l'envoi d'une commande et la réception d'une réponse. Chaque tentative de diagnostic était un exercice de patience surhumaine. Envoyer une commande, attendre près de 2 jours, analyser la réponse, formuler une nouvelle hypothèse, envoyer une nouvelle commande, attendre encore. En mars 2024, et les ingénieurs ont envoyé ce qu'ils ont appelé un coup de sonde, une commande diagnostique demandant au vaisseau de renvoyer une lecture complète de la mémoire de son système de données de vol. La réponse a été inattendue et précieuse. Elle a révélé qu'une seule puce dans le système de données de vol avait défailli. Une seule puce. Soit frappée par un rayon cosmique, ces mêmes particules de haute énergie que Voyager étudie, soit simplement usées après 46 ans de fonctionnement continu dans les conditions les plus hostiles imaginables. Les ingénieurs ont alors fait preuve d'une ingéniosité remarquable. Ils ont reprogrammé le code de vol de Voyager, un pour contourner la puce morte, redistribuant ses fonctions vers d'autres parties de la mémoire. En mai 2024, Voyager 1 envoyait à nouveau des données scientifiques, puis le patient avait été ramené à la vie depuis l'autre bout du système solaire. Voyager 2 a eu sa propre frayeur. En 2023, le vaisseau a brièvement perdu son orientation vers la Terre. Son antenne à haut gain était pointée 2 degrés trop loin de notre planète, coupant la communication. 2 degrés. À des milliards de kilomètres de distance, 2 degrés suffisent pour vous perdre dans le vide. La NASA a utilisé l'antenne la plus puissante du réseau de l'espace lointain, le plat de 70 mètres de Canberra en Australie, pour crier une commande de correction au vaisseau. Cela a fonctionné. Mais c'était un rappel glacial de la fragilité de la connexion. Un fil de plus en plus ténu nous relie à ces ambassadeurs cosmiques, et chaque jour ce fil pourrait se rompre. En novembre 2026, Voyager 1 atteindra un jour-lumière de la Terre, ou 25,9 milliards de kilomètres. La communication prendra 48 heures aller-retour. Presque 2 jours entre envoyer un bonjour et recevoir une réponse. L'immensité de cette distance défie l'imagination humaine. Si vous pouviez conduire une voiture à 130 km/h, 24 heures sur 24, sans vous arrêter, il vous faudrait plus de 22 000 ans pour atteindre Voyager 1. Le plan final de la NASA est de continuer à éteindre les instruments un par un pour préserver la puissance des derniers. L'objectif est de maintenir au moins un instrument en fonctionnement sur chaque vaisseau jusqu'au début des années 2030. Le dernier instrument en fonctionnement sera probablement le magnétomètre ou le sous-système d'ondes plasma. Un dernier sens tendu vers le vide, envoyant des murmures de données magnétiques depuis le milieu interstellaire. Et puis, le silence.
quelque part, au début ou au milieu des années 2030, il n'y aura plus assez de puissance pour transmettre le moindre signal vers la Terre. Les voyagers deviendront silencieux. Mais ils ne s'arrêteront pas. Ils continueront de voler à travers l'espace interstellaire pendant des millions d'années, portant leur disque d'or, ambassadeurs éternels d'un petit monde bleu. Comme le dit Merav Ofer, avec une mélancolie palpable, les instruments vont être éteints avant que nous n'ayons l'image complète. Mais avoir les Voyager prolongés autant que possible, c'est inestimable. Mais l'histoire de l'exploration de l'espace interstellaire ne s'arrête pas avec les Voyager. De nouvelles missions se préparent pour prendre le relais, même si aucune ne sera aussi poétique que les Voyager. Le vaisseau spatial New Horizons de la NASA, celui qui a survolé Pluton en 2015 et l'objet de la ceinture de Kuiper-Haro-Kotte en 2019, se dirige maintenant vers l'héliopause. Il pourrait la traverser dans les années 2030, nous donnant potentiellement une troisième traversée de l'héliopause depuis un troisième emplacement. C'est d'une importance scientifique considérable. Chaque traversée à un endroit et un moment différent nous donne une perspective différente sur cette frontière dynamique et variable. New Horizons transporte des instruments différents de ceux des Voyager, offrant potentiellement des données complémentaires. Mais, comme les Voyager, ils fonctionnent avec des RTG dont la durée de vie est limitée, et la question de savoir si ces instruments seront encore opérationnels quand il atteindra l'héliopause reste ouverte. La sonde de cartographie et d'accélération interstellaire, connue sous le nom d'IMAP, a été lancée. Cette mission est stationnée au point de Lagrange 1, à environ 1 600 000 km de la Terre, en direction du Soleil. David McComas, son chercheur principal, l'a décrit comme IBEX sous stéroïdes. Le même concept de base, capturer des atomes neutres énergétiques et d'autres particules venant de la frontière de l'héliosphère, mais avec des instruments bien supérieurs et une résolution bien plus fine. IMAP cartographiera la frontière de l'héliosphère avec un détail sans précédent, capturant des atomes neutres énergétiques, des ions captés et des grains de poussière interstellaire. L'objectif est de déterminer enfin la forme de l'héliosphère et de comprendre les processus qui se déroulent à sa frontière. Et puis, il y a le rêve de la sonde interstellaire. Une mission dédiée, conçue dès le départ pour étudier l'héliosphère externe et l'espace interstellaire. Contrairement aux Voyager, qui ont été conçus pour les planètes et se sont retrouvés par accident dans l'espace interstellaire, cette sonde serait optimisée pour cette exploration. Elle utiliserait une fusée massive pour sortir du système solaire beaucoup plus rapidement, potentiellement atteignant 1000 unités astronomiques en une vie humaine. Elle pourrait voler assez loin pour se retourner et photographier l'héliosphère de l'extérieur, répondant enfin à la question de sa forme. Mais la réalité politique est cruelle. Il dit la plus récente enquête décennale américaine en héliophysique n'a pas recommandé cette mission comme priorité. Cette décision a été une déception majeure pour les scientifiques qui rêvent de succéder aux Voyager. Mais il y a un espoir venu d'ailleurs. La Chine poursuit son propre concept de mission interstellaire qui pourrait potentiellement être lancé dans les années 2030. La question se pose donc avec une urgence particulière. L'humanité enverra-t-elle un nouvel émissaire dans l'espace interstellaire avant que les Voyager ne se taisent pour toujours? Y aura-t-il un chevauchement, un moment où les anciens
et les nouveaux explorateurs coexisteront dans le vide? Ou y aura-t-il un silence, un vide, une période pendant laquelle aucun instrument humain ne scrutera les mystères de l'espace entre les étoiles? Prenons maintenant du recul et éloignons-nous des données, des instruments, des anomalies et des mystères. Et demandons-nous ce que tout cela signifie. Pas seulement scientifiquement, mais humainement, philosophiquement, existentiellement. Voyager nous dit autant sur nous-mêmes que sur l'univers. En 1977, l'humanité a décidé de lancer non pas seulement un vaisseau spatial, mais un message. Une déclaration que nous existons. Un espoir que nous comptons. Dans un univers d'une immensité terrifiante, où notre planète n'est qu'un grain de poussière, tournoyant autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie ordinaire, parmi des centaines de milliards, nous avons choisi d'envoyer notre voix dans le vide. Beethoven. Des chants de baleines, le rire d'enfants, le son de la pluie, un baiser de mer. Nous avons rassemblé ce qui nous rend humains et nous l'avons confié à l'éternité. Et l'image du point bleu pâle, cette photo prise par Voyager 1 depuis 6 milliards de kilomètres, est plus qu'une image. C'est un miroir. Sagan a écrit que nos poses, notre importance imaginée, l'illusion que nous avons une position privilégiée dans l'univers sont remises en question par ce point de lumière pâle. Voyager depuis 15 milliards de kilomètres, mais tout en perspective. Chaque guerre, chaque empire, chaque acte d'amour et de cruauté, tout cela s'est déroulé sur ce pixel. Et ce pixel flotte dans un océan cosmique si vaste que la lumière elle-même met des milliards d'années pour le traverser. Le disque d'or survivra à chaque structure sur Terre, à chaque livre jamais écrit, probablement même à notre espèce. Longtemps après que l'humanité aura disparu, quand nos villes seront poussière et nos langues oubliées, et ces deux disques d'or dériveront à travers la galaxie, portant la mémoire de qui nous étions. Un fossile cosmique. Une bouteille à la mer dans un océan sans rivage. La probabilité que quelqu'un les trouve est infinitésimale. L'espace est si vaste, si vide, que les voyagers pourraient dériver pendant des milliards d'années sans croiser quoi que ce soit. Mais le geste, l'espoir, le refus de l'humanité d'accepter sa solitude cosmique, cela transcende les probabilités. Nous avons lancé ces messages non pas parce que nous étions sûrs qu'ils seraient trouvés, mais parce que nous avions besoin de les envoyer. C'est peut-être la chose la plus humaine que nous ayons jamais faite. Les découvertes de Voyager ont des implications profondes pour notre compréhension de la vie dans l'univers. L'héliosphère, nous le savons maintenant, l'a infesté notre première ligne de défense contre le rayonnement cosmique galactique. Si l'héliosphère était plus faible, plus de rayonnement atteindrait la Terre, affectant potentiellement la vie. Ce bouclier cosmique est une condition nécessaire, peut-être pas suffisante, mais nécessaire, pour qu'un monde comme le nôtre puisse héberger la vie. Et chaque étoile, avec un vent stellaire, crée sa propre bulle dans le milieu interstellaire, sa propre astrosphère. Ce que Voyager nous apprend sur notre héliosphère nous aide à comprendre si les planètes autour d'autres étoiles pourraient être similairement protégées. C'est un facteur clé dans la question de l'habitabilité. Une planète dans la zone habitable de son étoile, avec de l'eau liquide et une atmosphère, pourrait néanmoins être stérilisée par les rayons cosmiques si son étoile ne génère pas une astrosphère suffisamment robuste. Le milieu interstellaire, que Voyager explore, est le berceau de nouveaux mondes.
le gaz et la poussière entre les étoiles sont la matière première à partir de laquelle de nouveaux systèmes solaires se forment. Des nuages de gaz interstellaires s'effondrent sous leur propre gravité, s'échauffent, s'allument en nouvelles étoiles, et les débris restants se condensent en planètes. En étudiant le milieu interstellaire directement, Voyager nous dit quelque chose sur les ingrédients à partir desquels les planètes et potentiellement la vie sont faites. La composition de la poussière interstellaire, la densité du gaz, les champs magnétiques qui structurent cette matière, tout cela influence la façon dont de nouveaux systèmes stellaires se forment et, en fin de compte, quel type de monde en résulte. Et chaque fois que Voyager révèle que l'univers est plus complexe et dynamique que prévu, cela élargit la gamme d'environnements où la vie pourrait prospérer. L'univers n'est pas un vide mort. C'est un endroit structuré, énergétique, surprenant. Si l'espace interstellaire lui-même est plus riche et plus dynamique que nous ne le pensions, alors les possibilités pour la chimie, pour la complexité, pour les conditions qui pourraient mener à la vie sont peut-être plus vastes que nous ne l'imaginions. Parlons maintenant de l'avenir lointain des Voyager. Leur mission scientifique touchera bientôt à sa fin, mais leur voyage ne fait que commencer. Dans environ 300 ans, à Voyager, on atteindra le bord intérieur du nuage d'Oort, cette vaste coquille de corps glacés qui entoure notre système solaire. Le nuage d'Oort s'étend de 2000 à peut-être 100 000 unités astronomiques du Soleil. Voyager mettra environ 30 000 ans pour le traverser. 30 000 ans. Quand Voyager en émergera de l'autre côté du nuage d'Oort, l'humanité telle que nous la connaissons aura peut-être cessé d'exister, ou peut-être aura-t-elle évolué en quelque chose d'inimaginable. Dans environ 40 000 ans, Voyager passera à environ 1,6 années-lumière de l'étoile Gliese 445 dans la constellation de la Girafe. Ce sera le passage le plus proche d'une étoile autre que le Soleil. Mais il ne sera pas capturé par sa gravité. Il continuera de dériver. Dans environ 296 000 ans, Voyager 2 passera à environ 4,3 années-lumière de Sirius, l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Et pendant des millions, potentiellement des milliards d'années, les Voyager orbiteront autour de la Voie lactée, suivant le mouvement des étoiles autour du centre galactique, portant leurs disques d'or à travers les profondeurs de l'espace. Les artefacts les plus durables de la civilisation humaine ne seront pas les pyramides, pas les cathédrales, pas les données numériques stockées sur des serveurs fragiles. Ce seront 2 petits vaisseaux spatiaux de 800 kg, chacun portant un disque d'or avec des salutations en 55 langues et le son du tonnerre terrestre. En dérivant silencieusement à travers la galaxie longtemps après que tout le reste de ce que nous avons jamais construit sera retourné en poussière. Nous avons commencé cette histoire avec une question. Qu'est-ce que Voyager vient de trouver? Et la réponse est à la fois simple et vertigineuse. Nous avons découvert que nous ne savons pas autant que nous le pensions. Nous avons découvert que le bord de notre système solaire n'est pas une ligne nette sur une carte, mais une frontière chaotique, turbulente, mystérieuse. Nous avons découvert que l'espace entre les étoiles n'est pas vide, mais rempli de structures, de pression, de magnétisme et des échos de notre propre Soleil qui s'infiltrent bien au-delà de ce que nos modèles avaient prédit. Et que nous avons découvert un front de pression inexpliqué
dans l'espace interstellaire que personne ne peut expliquer. Nous avons découvert que la densité de l'espace augmente là où elle devrait être stable. Nous avons découvert que le champ magnétique à la frontière de notre bulle solaire refuse de se comporter selon nos théories. Nous avons découvert que l'univers est plus étrange, plus complexe et plus beau que n'importe quel modèle ne l'avait prédit. Mais peut-être que la chose la plus remarquable que Voyager a trouvée n'est pas là-bas, dans le vide interstellaire. Elle est ici même. C'est le fait qu'une espèce, sur un point bleu pâle, utilisant des ordinateurs moins puissants qu'une calculatrice, a construit 2 vaisseaux spatiaux qui ont survécu presque 50 ans, voyagé 15 milliards de kilomètres, et renvoyé des données qui réécrivent encore nos manuels scolaires. Voilà ce que Voyager a trouvé. Il a trouvé ce dont l'humanité est capable quand elle ose regarder au-delà de l'horizon. Les Voyagers ont découvert des volcans sur Io que personne n'attendait. Un océan sous la glace d'Europe qui pourrait abriter la vie. Une atmosphère sur Titan plus épaisse que celle de la Terre. Un champ magnétique sur Uranus tellement bizarre qu'il défiait toute explication. Des vents sur Neptune plus rapides que le son sur une planète gelée qui ne devrait pas avoir l'énergie pour les générer. Des geysers d'azote sur Triton à moins 235 degrés. Un choc terminal qui pulsait comme un cœur battant. Une autoroute magnétique que personne n'avait prédite. Un mur de feu invisible à l'héliopause. Et d'un espace interstellaire qui refuse d'être le vide calme et uniforme que nous attendions. Chacune de ces découvertes a commencé par le même constat humble. Nous ne pouvons pas expliquer ce que Voyager vient de trouver. Et chacune de ces découvertes nous a forcés à élargir notre imagination, à affiner nos modèles, à admettre que l'univers est plus créatif que nous. L'histoire de Voyager est l'histoire de l'humilité scientifique. Nous envoyons nos instruments dans l'inconnu, et l'inconnu nous renvoie des surprises. Nous construisons des modèles, et la réalité les brise. Nous pensons comprendre, et la nature nous montre à quel point nous sommes ignorants. Et dans cette ignorance réside la beauté de la science. Parce que chaque mystère que Voyager révèle n'est pas un échec, mais une invitation. Une invitation à poser de meilleures questions, à construire de meilleurs modèles, à envoyer de nouveaux explorateurs dans le vide. Voyager vole encore. Il transmet encore. Il trouve encore des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Et tant qu'il aura de l'énergie, il continuera à pousser dans l'inconnu au nom de nous tous. 2 petits vaisseaux lancés par une espèce qui ne savait pas encore à quel point elle savait peu, naviguant à travers un univers qui ne cesse de nous rappeler à quel point il est vaste, étrange et merveilleux. Si cette histoire a élargi votre compréhension de notre place dans le cosmos, si elle vous a fait regarder le ciel nocturne un peu différemment, alors partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Abonnez-vous si vous voulez plus de plongées profondes dans les mystères de l'univers. Et laissez un commentaire. Que pensez-vous que Voyager trouvera ensuite? Que pensez-vous qu'il y a là-bas, dans l'espace entre les étoiles? L'espace interstellaire est-il le calme plat que nous espérions? Ou est-ce un océan de surprises dont nous n'avons même pas commencé à entrevoir les profondeurs? Les Voyagers portent notre nom dans l'éternité. La question est de savoir si quelqu'un, quelque part, un jour, l'entendra. Et peut-être que la réponse n'a pas d'importance. Peut-être que l'acte d'envoyer le message est la réponse en soi. Peut-être que l'humanité
en choisissant de chuchoter dans le vide cosmique, a déjà accompli quelque chose que même l'univers ne pouvait pas prédire. Nous avons osé. Nous avons rêvé. Nous avons lancé nos rêves dans le ciel. Et ils volent encore. End.